Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais enfin une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises. Donc, après avoir fait la vidéo sur le matériel pour débuter en peinture à l'huile soluble à l'eau, je vous fais aujourd'hui une vidéo sur le matériel pour débuter en peinture acrylique. Donc, la peinture acrylique, c'est la peinture la plus accessible, la plus populaire auprès des débutants. Si je regarde en termes de proportion, il y a beaucoup plus d'artistes qui utilisent la peinture acrylique que la peinture à l'huile. Et comme toute peinture ou comme tout loisir ou activité qu'on veut commencer, il faut penser à qu'est-ce que ça nous prend pour commencer à pratiquer cette activité-là. Donc, on va parler ici de tout le matériel que vous allez devoir vous procurer pour débuter en peinture acrylique. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, avec les tests que vous voulez faire, les expériences, vos idées de création, il y a du matériel supplémentaire qui peut s'ajouter à ça. Mais aujourd'hui, je parle avec vous de ce que ça vous prend pour débuter en peinture acrylique. Et plus précisément, je vais y aller avec ce que je conseille pour ceux et celles qui veulent suivre les cours de peinture en ligne que je crée, qui sont disponibles sur le site de l'Armoire. Parce que c'est sûr que le matériel va aussi dépendre de la façon que l'on peint, de la technique que l'on utilise. Donc, certains artistes vont préférer utiliser plus tel ou tel produit. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler en considérant comment est-ce que moi, je peins et ce que j'utilise, comme par exemple dans les cours en ligne que je crée. Donc, la première chose, bien évidemment, à laquelle on va penser, c'est de s'acheter des tubes de peinture. Et là, vous allez voir, lorsque vous allez arriver en boutique d'art, il y en a du choix. On va considérer là plus précisément deux catégories. Donc, les gammes de peinture artistique et les gammes de peinture étudiante. Et là, il y a une erreur à ne pas faire. Lorsqu'on débute et lorsqu'on a à s'équiper, on essaie de sauver de l'argent, d'acheter ce qui coûte le moins cher. Et beaucoup vont aller vers les gammes étudiantes, donc les peintures les moins chères, les plus bas de gamme. Vous allez pouvoir peindre avec quand même. Sauf que ça peut très possiblement vous donner une fausse impression de ce que c'est que de peindre en peinture acrylique, justement à cause de leur qualité. Donc, les peintures étudiantes sont moins chères, mais elles sont moins pigmentées, c'est-à-dire qu'elles vont être plus translucides, les couleurs vont être moins riches. Donc, vous pourriez être déçu de leur application et vous dire que la peinture acrylique, c'est pas pour vous. Mais ça va être une fausse impression parce que si vous essayez avec les peintures artistiques qui, elles, sont de plus grande qualité. Donc, il y a un vaste choix de couleurs disponibles. Les couleurs sont belles, sont riches, elles sont plus pigmentées, donc elles sont plus opaques. La texture est différente aussi, donc c'est beaucoup plus agréable de travailler avec ces peintures-là. Donc, oui, elles sont un peu plus chères, mais ça vaut la peine si vraiment pour vous, c'est sur le long terme que vous voulez vous acheter de la peinture et non pas juste pour peindre un petit tableau que vous voulez faire une fois, puis après ça, ne plus utiliser vos tubes de peinture. Si vraiment c'est une pratique, un passe-temps que vous aimeriez apprivoiser, que vous voyez ça sur le long terme, vraiment, équipez-vous, achetez-vous de la peinture de la gamme artistique. Les deux que je vous recommande et que j'utilise personnellement, après avoir comparé là, différentes gammes, c'est vraiment celles que j'utilise autant pour mes projets personnels que pour la création de cours en ligne. C'est la Liquitex Heavy Body, donc ça c'est celle que j'utilise la plus souvent. Et il y a aussi la Golden Heavy Body. Heavy Body, c'est qu'elles sont plus consistantes, donc elles sont plus épaisses, plus onctueuses, donc plus couvrantes aussi. Et vous pouvez les fluidifier pour les rendre plus fluides si vous avez besoin. Donc elles sont super pratiques dans ce sens-là. Je les aime vraiment et tous les élèves qui les ont utilisées
sont du même avis que c'est des bonnes peintures et elles ne sont pas trop chères. La Liquitex Everybody, là, vous allez voir, c'est disponible pratiquement partout et vous allez voir que ce n'est pas dans les plus chers non plus. Dans le futur, si vraiment vous voulez augmenter la qualité de vos tableaux, tester des peintures qui sont vraiment plus haut de gamme, vous allez voir que les couleurs sont encore plus riches et encore plus opaques. Mais les prix sont beaucoup plus élevés. Donc, à vous de voir après ça ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous continuez avec cette gamme-là ou si vous allez plus haut encore. Souvent, ce qu'on me demande, c'est, bon, vous voulez commencer à peindre en peinture acrylique, vous le savez, OK, bon, moi, je vais aller avec la Liquitex Everybody. Quelle couleur est-ce que j'ai besoin? Ça, c'est une bonne question parce que ça va dépendre. Ça, c'est la réponse plate, vous allez me dire. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous allez peindre. Qu'est-ce que vous aimeriez peindre? Est-ce que vous le savez que vous c'est pour peindre des paysages que vous voulez commencer à apprendre la peinture acrylique? Ou est-ce que c'est pour peindre des animaux, comme ce que j'enseigne? Donc, tout dépendant ce que vous voulez peindre comme sujet, ça va faire changer les couleurs que vous avez besoin. Donc, par exemple, avec les paysages, vous allez avoir besoin de variantes de bleu, peut-être de violet, de vert, ce que vous n'aurez pas nécessairement besoin pour peindre des animaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes éventuellement une personne qui aimerait suivre un cours de peinture en ligne avec moi, donc c'est principalement des cours de peinture animaliers que je donne, la liste des couleurs que je recommande, c'est la suivante. Donc, du noir d'ivoire, ça vous prend toujours ça. Du blanc de titane, aussi, ça vous prend toujours ça. Terre d'ombre brûlée, c'est un très bon plus à avoir. Et là, si on va plus dans les teintes qui vont nous servir à faire le pelage, on va avoir le terre de sienne brûlé qui est plus orangé, le terre de sienne naturel qui est une teinte un peu plus jaune mais très chaude. On peut aller chercher un jaune ocre qui est un peu plus jaune vif. Et avec ça, on est capable de faire là, une très vaste palette de pelage animalier. Là, c'est sûr que si vous allez peindre des oiseaux, ça va peut-être vous prendre des couleurs plus particulières, tout dépendant le type d'oiseau que vous voulez peindre. Donc, encore là, les couleurs que je viens de vous lister, c'est la base de ce que ça vous prend. Et là, ça se peut qu'avec un projet, un autre, que vous voyez que vous avez besoin d'un tube de rouge, d'un tube de vert, d'un tube de bleu, et graduellement, votre palette de couleurs, votre inventaire de couleurs va s'agrandir. La chose la plus utile aussi, c'est d'apprendre à faire vos mélanges de couleurs pour pas que vous ayez besoin de vous acheter 4 bleus différents. Donc, achetez-vous un bleu que vous allez être capable de modifier par la suite si jamais vous avez un autre oiseau à peindre qui a des plumes bleues aussi, mais pas exactement du même bleu que le projet précédent que vous aviez fait et pour lequel vous aviez acheté un tube de bleu qui est peut-être un peu trop vif par rapport à ce que vous avez besoin maintenant. Donc, au lieu de devoir vous acheter un autre tube de bleu, apprenez comment modifier celui que vous avez déjà pour avoir la couleur que vous voulez. Donc, ça permet d'avoir un inventaire plus réduit, donc des coûts plus bas pour l'acquisition de peinture. Puis, ça va en même temps pratiquer votre œil, pratiquer votre sens de l'observation. Donc, vous allez devenir meilleur pour faire vos mélanges de couleurs. C'est sûr qu'à un moment donné aussi, vous pouvez vous dire, bon, cette couleur-là, je suis tout le temps en train de la mélanger. Je suis tout le temps en train de me fabriquer un bleu comme ça. Donc, vous pourriez aller vous acheter un tube qui est très, très proche du bleu que vous êtes toujours en train de vous créer. Ça, c'est un petit raccourci. Donc, c'est bon lorsque vous voyez là, avec le temps, votre style va se développer un peu et vous allez voir c'est quoi les couleurs que vous êtes toujours en train d'utiliser.
vous pouvez là, vous faire des petits raccourcis comme ça et aller vous acheter quelques tubes de peinture supplémentaires qui vont vous aider à être un peu plus rapide dans la préparation pour démarrer vos tableaux. La deuxième chose que vous avez de besoin, c'est des pinceaux. Et là, encore une fois, il y a énormément de choix, énormément de prix, énormément de formes, de tailles, de compagnies différentes qui font des pinceaux. Il faut faire attention à ne pas trop en acheter. Souvent, au début, c'est ça qu'on fait. On se laisse emporter, puis on veut toutes les avoir parce qu'on pense qu'on va tout en avoir de besoin. Donc ça, encore une fois, ça va dépendre de ce que vous voulez peindre. Donc, pour les tailles, est-ce que vous allez être du genre à vouloir toujours peindre sur des grands tableaux ou vous allez préférer peindre sur des petits formats? Ça ne va pas vous prendre nécessairement les mêmes pinceaux pour les deux. Donc, avec le temps, peut-être que vous allez voir que, bon, ça me prendra un pinceau plus grand ou ça me prendra un pinceau plus petit. Allez pas au début vous acheter toutes les tailles qui sont disponibles parce que, surtout si vous ne le savez pas, si vous allez préférer les grands tableaux ou les petits tableaux. Attendez de le savoir, attendez de voir ce que vous faites le plus. Donc, au début, on se procure quelques tailles moyennes et petites. Bon, surtout là, si vous allez vers la peinture animalière ou même un autre sujet et que vous savez que vous allez avoir des détails à peindre, là, on va avec des grandeurs moyennes et plus petites. Après ça, vous pouvez aller chercher des tailles de pinceau vraiment plus grandes si vous voyez que c'est beaucoup trop long remplir votre tableau avec le plus gros pinceau que vous avez dans votre inventaire. Là, vous pouvez aller en chercher un plus grand. Donc, on augmente notre inventaire de matériel avec nos besoins, avec le temps. Et les formes de pinceaux. Donc là, c'est sûr que je vais vous parler encore une fois de ceux que j'utilise moi de façon régulière et que vous allez retrouver sur les listes de matériel requises pour les cours de peinture de la plateforme. Mais encore une fois, ça va varier avec ce que vous peignez. Donc peut-être qu'il y a tel ou tel type de pinceau qui ne sera pas vraiment utile pour vous. Si par exemple vous peignez les paysages et que votre coup de pinceau est un peu plus artistique, que vous n'êtes pas dans le vraiment réaliste, peut-être que le petit pinceau traîneur ne sera pas utile pour vous. Mais si vous êtes dans la peinture animalière, il va vraiment être important. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, dans les pinceaux vraiment indispensables, si je me fie à ce que j'utilise, il y a bien entendu le pinceau plat. Donc ça, c'est un pinceau qui va vous servir à faire principalement du remplissage, mais aussi peut-être des couches de base, de pelage, donc des couches moins définies. On va avoir le pinceau à base ronde, donc encore une fois, un pinceau qui peut servir à faire les premières couches de poils moins définies, mais on peut aussi s'en servir en utilisant juste la pointe ou tout dépendant la taille de pinceau qu'on a et la taille de tableau qu'on fait, donc la largeur de trait que ça nous prend. On peut faire même nos poils détaillés avec ce pinceau-là. Il y a le pinceau Filbert, donc le pinceau langue de chat. En peinture acrylique, je pense que c'est ce pinceau-là que j'utilise le plus. Donc, il peut autant servir à faire du remplissage, à faire des couches de base, qu'à faire les poils vraiment détaillés. Donc, je trouve que c'est un pinceau qui est très polyvalent. Et on a le pinceau traîneur. Donc ça, c'est un tout petit pinceau avec très peu de poils qui va servir à faire des traits fins. Donc des moustaches, des cils ou des petits poils très très fins si on a besoin là, sur des sujets très détaillés ou qu'on a vraiment un gros plan à faire avec des petits détails. Donc ça peut être utile d'en avoir aussi. Personnellement, la gamme que j'utilise maintenant, c'est pratiquement juste ça que j'ai. C'est les pinceaux de Rosemary & Co. Donc, ce sont des pinceaux qui sont fabriqués à la main. La qualité est vraiment géniale. C'est des pinceaux qui durent longtemps. Et on peut choisir aussi si on les veut à manche long ou à manche court. Donc, c'est disponible en ligne, donc il faut les commander et c'est livrable là, partout. Donc, c'est une compagnie qui est
en Angleterre et moi, je suis au Canada et je me les fais livrer et ce n'est pas super dispendieux la livraison, surtout si on s'en commande plusieurs. Si vous commandez un pinceau, oui, la livraison va être chère, mais on s'en commande quelques-uns pour justement garnir notre inventaire. Et là, ça devient rentable. Et vraiment, la qualité de ces pinceaux-là est super. C'est pas pour rien que c'est juste ça que j'utilise maintenant. Et ce que j'aime beaucoup de ces pinceaux-là et que j'avais vraiment de la misère, de la difficulté à trouver avant, c'est qu'ils offrent les poils longs. C'est-à-dire que vous avez un pinceau, par exemple, plat, on a le choix de le prendre à poil court ou à poil long. Et si vous avez la chance, allez-y avec les poils longs. Parce que ce qui est merveilleux avec ça, c'est que vous pouvez mettre quand même beaucoup de peinture sur votre pinceau et ça ne va pas se rendre jusqu'à la virole, jusqu'à la partie métallique. Parce que le danger, ce qui fait en sorte que des pinceaux ne durent pas longtemps, c'est si vous avez tendance à mettre beaucoup de peinture sur vos pinceaux et que la peinture se rend jusque dans la virole, là, ça rentre entre les poils. Et même si vous nettoyez bien vos pinceaux, la peinture qui s'est rendue jusque-là est très difficile à faire sortir. Et avec le temps, bon, ça rentre là, ça sèche là, ça fait en sorte que les poils du pinceau s'ouvrent et que là, on n'a plus la belle forme, la pointe définie de notre pinceau comme on l'a quand il est neuf. Et c'est de ça qu'on a besoin, surtout lorsqu'on veut peindre des détails, peindre d'un style réaliste. On a besoin d'avoir des outils efficaces, donc des bons pinceaux avec des belles pointes. Donc, il faut être capable de bien les entretenir. Donc, si vous utilisez les pinceaux avec les poils longs, ça vous aide beaucoup à réussir à les garder longtemps, vu que la peinture ne se rend pas jusqu'à la virole. Donc, il y a les pinceaux plats, il y a les pinceaux Filbert aussi que vous pouvez avoir à poils longs. Personnellement, c'est juste de ça que j'utilise maintenant. Et ça fait en sorte qu'il dure vraiment longtemps. Pour que ça dure longtemps, c'est sûr qu'il faut une autre étape aussi, et ça, c'est l'étape plate, c'est le nettoyage des pinceaux. Donc, non, nettoyer des pinceaux, c'est pas juste les rincer dans un bocal d'eau, surtout si l'eau est rendue sale. Il faut les nettoyer avec un savon lorsqu'on a terminé. Donc, pendant que vous êtes en train de créer votre tableau, oui, vous rincez vos pinceaux dans votre bocal d'eau, même si l'eau est sale, c'est correct. Mais lorsque vous avez fini votre journée, que vous savez que vous rangez vos pinceaux, qu'ils vont avoir le temps de sécher, il faut les nettoyer avant ça. Et avec un bon savon fait pour ça, fait pour les pinceaux, ça va faire en sorte que vous allez voir, là, vous venez de laver votre pinceau dans un bocal d'eau propre, vous l'essuyez sur un linge, le linge reste propre, donc vous vous dites « Ah, mon pinceau est propre ». Mais non, il en reste plein de peinture dans les poils. Et c'est lorsque vous prenez un savon comme ça que là, vous voyez que ça fait sortir toute la peinture qu'il y avait dans les poils. Vous voyez à quel point c'est efficace. Donc, moi, j'utilise le savon Les Maîtres. Il y en a d'autres, comme le savon de Marseille aussi, que vous pouvez prendre. L'important, c'est de finir votre journée de travail avec un nettoyage comme ça. Donc là, on a la peinture, on a les pinceaux, ça nous prend un support, donc quelque chose sur quoi peindre. Donc une toile, on a les toiles montées sur châssis de bois, donc c'est ça que vous allez voir le plus dans les boutiques de matériel d'art. Donc un coup, vous avez peint la toile, il faut juste mettre des petites équerres en arrière, puis vous pouvez l'accrocher comme ça au mur. Elle est déjà montée sur un châssis de bois. Quand vous voyez que les toiles sont blanches, en magasin, c'est qu'elles ont déjà 2 ou 3 couches de gesso demi. Le gesso, c'est un après, donc un scellant qu'on met parce qu'une toile, c'est du tissu. Donc, le gesso vient sceller le tissu pour faire en sorte que le tissu ne va pas absorber la peinture que vous allez mettre sur votre toile pour peindre votre sujet. Si jamais vous essayez un jour de peindre directement sur de la toile sans avoir mis de gesso, vous allez voir comment est-ce que ça va mal. C'est pour ça que la majorité des toiles qui se vendent en magasin, c'est déjà apprêté avec du gesso parce qu'on a besoin d'en mettre de toute façon.
Donc, vous avez les toiles montées sur châssis, vous avez de la toile en rouleau aussi. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez un gros rouleau derrière moi ici. Donc, c'est de la toile apprêtée avec du gesso aussi. Donc, elle est blanche, mais elle est en rouleau comme ça. Donc, vous pouvez la tailler de la grandeur que vous voulez, la peindre comme ça, et après ça, l'encadrer. Donc, avec un cadre, avec un verre ou pas de vitre, là, comme vous voulez. Ou vous pouvez la monter sur un châssis de bois après. Donc, moi, je me sers de ce rouleau-là beaucoup pour les cours de peinture en ligne, mais aussi pour mes créations personnelles. Et je les colle. Donc, ça, c'est un cheval que j'ai commencé. Donc, c'est de la toile en rouleau que j'ai fixé à un support. Bon, ça, c'est un bout de carton. Et je peins là-dessus. Quand je vais enlever mon ruban, je vais voir les contours blancs. Et après ça, je vais pouvoir l'encadrer. Donc, il est en cours de création, pas terminé, mais ça vous montre un peu ce que vous pouvez faire. Donc, c'est souvent ce concept-là que j'utilise pour les cours de peinture en ligne. L'autre chose que je fais avec ma toile en rouleau, c'est que lorsqu'on a un vieux tableau, donc une toile montée sur châssis de bois, mais que ça fait longtemps qu'on a fait, on ne l'aime pas, au lieu de tout mettre à la poubelle, de tout jeter, on peut tout simplement enlever la toile de sur le châssis de bois et remettre de la nouvelle toile. Donc, ça nous permet de récupérer le châssis. Donc, ça revient moins cher que de devoir racheter une toile au complet. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours un gros rouleau comme ça en backup pour être capable justement là, de faire ce que j'ai besoin, soit récupérer une toile ou soit tailler ma toile pour créer une œuvre comme le cheval. Donc ça, c'est deux options pour les toiles en tissu. Maintenant, vous avez les panneaux de bois aussi. Donc, c'est le même principe que la toile montée sur châssis de bois, c'est-à-dire que après ça, vous avez juste à mettre des équerres puis c'est prêt à être accroché sur le mur. Mais la surface, ce n'est pas du tissu, c'est du bois. Et là, vous allez avoir besoin de l'apprêter. Donc, ça vient en bois brut. Vous avez besoin de mettre du gesso. Vous avez besoin de sceller ce bois-là pour pas qu'il boive votre peinture. Mais il y a beaucoup d'artistes qui vont préférer peindre sur du bois que de la toile parce que la texture de la surface n'est pas la même. Donc, si jamais un jour vous voulez essayer pour pouvoir comparer, vous verrez ce que vous préférez. Et aussi, ce que vous allez voir en boutique de matériel d'art, c'est les paquets de papier. Donc, vous allez voir papier pour peinture acrylique. Il y en a du texturé, pas texturé, plus épais, moins épais. Donc, ça peut être bon, tout dépendant ce que vous avez envie de peindre, quel produit vous voulez créer, offrir. Et si vous aimez ou vous aimez pas. Il y a des artistes qui adorent peindre sur papier. Personnellement, je n'aime pas parce que j'aime ça que la surface reste lisse et le papier, même si ça dit ne gondole pas, il va finir par gondoler quand même. Donc, c'est pour ça que vraiment, je prends de la toile à rouleau, je la coupe de la grandeur que je veux et c'est là-dessus que je peins plutôt que de prendre un papier. Ça va beaucoup mieux, ça reste lisse, ça gondole pas. Au pire, j'ai juste à mettre un poids dessus puis ça redevient très lisse, mais en la fixant avec du ruban comme j'ai fait, ça gondole pas. Donc, personnellement, le papier pour la peinture acrylique, c'est pas quelque chose que j'aime parce que justement, ça ne reste pas bien plat. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser pour des petits tests, par exemple, pour faire des tests de mélange de couleurs. Si vous ne voulez pas gaspiller de la toile à chaque fois, d'avoir quelques feuilles de papier comme ça en inventaire, ça peut vous aider, ça peut vous être utile de temps à autre. Et là, comme je le disais, les grandeurs, bon, vous allez en voir, là, il y a toutes sortes de grandeurs. Il y a des tout petits tableaux, puis il y en a des gigantesques. Donc, au début, on ne sait pas trop. Je vous dirais, commencer avec des petits formats moyens, mais pas des grands. Parce que lorsqu'on débute et qu'on se prend des tableaux trop grands, on se décourage et on ne termine pas nos tableaux. Dans la grande majorité des cas, c'est ça qui arrive.
Prenez des petits tableaux de toute façon. Lorsque vous débutez, surtout si vous voulez améliorer votre technique, de peindre plusieurs petits projets, c'est beaucoup plus efficace. Vous allez vous améliorer beaucoup plus rapidement à peindre plusieurs petits projets et c'est aussi plus motivant parce que vous terminez plus rapidement vos tableaux et vous passez plus rapidement à un autre et un autre. Donc la motivation est là parce que lorsqu'on commence un projet, là, on est dedans. Quand on est passionné, on est passionné. Hein? On a déjà l'idée pour un futur tableau. Donc, si ça nous prend trop de temps avant d'arriver là, on perd un peu d'intérêt pour celui qu'on est en train de faire. Et c'est là qu'arrive le danger d'abandonner un tableau. Donc, en s'assurant de commencer avec des tableaux pas trop gros, vous allez mettre toutes les chances de votre côté de le terminer, d'être content du résultat, de passer au suivant. Et encore, puis c'est comme ça que vous allez vous améliorer rapidement parce que vous allez varier les sujets. Varier, par exemple, les longueurs de poils, les types de pelage, les couleurs de pelage. Donc, vous allez prendre de l'expérience beaucoup plus rapidement que si vous aviez pratiqué exactement le même type de fourrure sur un très grand tableau. Là, vous seriez bon dans ce type de fourrure-là, mais vous n'avez pas touché aux autres. Tandis que quand on en fait plusieurs petits, ça nous permet de toucher à plusieurs choses, puis en même temps aussi de voir ce que vous aimez plus puis ce que vous aimez moins. Donc, très pratique de commencer avec des petits moyens formats. Une chose que ça va vous prendre, si vous voulez maximiser l'efficacité, si on peut dire ça comme ça, c'est une palette humide. Donc, on ne pense pas à ça souvent lorsqu'on débute puis qu'on s'achète notre matériel de base. On va s'acheter une palette, soit les feuilles en papier jetable ou une palette en plastique que l'on peut laver et réutiliser. Mais avec la peinture acrylique, c'est qu'elle sèche vite. Donc, si vous passez beaucoup de temps à vous préparer votre palette de peinture, à faire vos mélanges, mais que là, ils ont le temps de sécher sur votre palette ou que la création de votre tableau va s'étirer sur plusieurs jours ou même plusieurs semaines, vous gaspillez votre peinture parce qu'à chaque fois, vous devez refaire vos mélanges, c'est pas idéal. Donc, ce que ça vous prend dans ce cas-là, c'est une palette humide. Une palette humide, c'est avec une éponge imbibée d'eau à l'intérieur et un papier spécial sur cette éponge-là, sur lequel vous mettez vos couleurs. Et lorsque vous ne l'utilisez pas, vous refermez le couvercle et ça fait en sorte que vos mélanges de couleurs, votre peinture ne sèche pas. Donc, ça vous permet de les garder sur le long terme. La seule chose à laquelle il faut faire attention avec ça, c'est que si vous gardez la même palette, donc les mêmes mélanges de couleurs pour un projet qui va durer longtemps, assurez-vous de rincer votre éponge à tous les jours pour pas qu'il y ait de la moisissure qui s'installe. Parfois, on voit ça lorsque on l'a oublié pendant tout le week-end. Là, il y a un petit peu de moisissure. Si jamais ça vous arrive, rincez bien votre éponge, sauf que là, vous allez devoir jeter votre papier et recommencer vos mélanges. Donc, pour éviter ça, juste à rincer l'éponge à tous les jours, puis vous allez être correct. Donc, dans les palettes humides, une très connue, c'est la Masterson, c'est celle avec laquelle j'ai commencé. Et présentement, j'utilise la Everlasting de Redgrass. C'est vraiment, je pense que je vais continuer tout le temps avec celle-là parce que elle garde mieux la peinture humide, je trouve, et les papiers sont réutilisables. Donc, je peux nettoyer le papier et remettre de nouvelles couleurs plusieurs fois avant que le papier commence à s'abîmer, que là, je doive le changer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que, bon, c'est encore... si vous êtes au Canada, c'est quelque chose qu'il faut commander en ligne. Et là, avec les frais de shipping et tout ça, c'est sûr que ça coûte plus cher parce que ça vaut plus la peine de s'acheter la palette avec plusieurs paquets de feuilles de remplacement. Donc, c'est un gros achat d'un coup.
Mais en termes de qualité, si jamais vous essayez la Masterson puis que finalement vous aimeriez quelque chose de mieux, dites-vous qu'il y a Redgrass qui est disponible, mais vous pouvez faire là, très longtemps avec la Masterson puis ça va aller très bien aussi. Là, je l'ai utilisé pendant très longtemps également, puis ça allait bien. C'est juste que j'ai trouvé mieux maintenant. Et là, la partie dans laquelle on peut vraiment s'égarer en peinture acrylique, c'est lorsqu'on arrive dans la catégorie des médiums et additifs. Il y a énormément de produits qui existent que vous pouvez utiliser avec la peinture acrylique et ça, c'est vraiment merveilleux. Puis c'est ça qui fait en sorte que tellement d'artistes utilisent la peinture acrylique parce que justement, là, on peut faire plein de choses avec. Donc, on a des médiums de texture, donc des gels qu'on peut mélanger avec la peinture pour l'épaissir, même du gel avec du sable dedans. Donc, ça peut créer des effets vraiment intéressants. On a du mortier, donc du plâtre qu'on peut mettre à la surface de notre toile et peindre ou même le mélanger encore une fois à notre peinture pour l'appliquer. On a les médiums retardateurs, donc si jamais pour une technique quelconque que vous aimez faire, vous trouvez que votre peinture sèche trop vite, vous pouvez ajouter du retardateur de séchage et ça va ralentir son temps de séchage. Ça ira pas aussi lentement que de la peinture à l'huile, mais ça va le ralentir un peu. Et dans les médiums, on a aussi le médium à glacis. Donc, c'est un médium que l'on met dans notre peinture qui nous permet de la rendre plus translucide pour faire des glacis, mais ça fait en sorte aussi que ça conserve, ça ne vient pas briser la pigmentation de nos couleurs. Parce que si vous venez fluidifier votre peinture avec de l'eau tout simplement et que vous voulez vraiment une couleur translucide, vous allez voir que lorsque vous allez l'étaler, votre couleur ne sera pas uniforme, ça va se disperser. Donc, c'est ça qu'on appelle briser la pigmentation. Ça, j'ai fait une vidéo dans laquelle là, je montre vraiment l'exemple entre fluidifier avec de l'eau ou un médium à glacis, puis vous voyez tout de suite la différence, c'est flagrant. Donc, si vous avez besoin vraiment d'avoir des couleurs très translucides, allez-y avec un médium à glacis. Dans les cours de peinture que je crée, ou qu'on fait des pelages d'animaux, on utilise la technique du glacis pour travailler l'épaisseur de la fourrure. Mais ce n'est pas du médium à glacis que je vais utiliser ici parce que le médium à glacis est quand même assez épais, donc onctueux. Et personnellement, je trouve que ce n'est pas idéal pour peindre une fourrure en épaisseur comme ça. Moi, j'aime bien que ça reste lisse, donc j'aime la texture que donne le fait de fluidifier avec de l'eau, mais on ne veut pas que ça brise la pigmentation. Et aussi, c'est que si on vient juste fluidifier avec de l'eau, si je fais une couche que j'ai fluidifiée avec de l'eau, j'attends que ça sèche et que là, je veux venir faire un glacis par-dessus ça avec ma peinture encore fluidifiée avec de l'eau et que je viens frotter la surface de la toile, ça vient enlever ce que j'ai fait avant, même si c'est sec. Parce que c'est comme si la peinture n'est pas capable de s'agripper à la surface de la toile. Donc, ce que j'utilise pour pouvoir utiliser de l'eau, mais ne pas avoir ce problème-là, c'est un additif qui s'appelle un aide mouillant. Donc, c'est celui de Golden. Donc, on ajoute quelques gouttes dans notre eau et ça fait en sorte que là, la peinture est capable de s'accrocher à la toile. Donc, on peut travailler comme ça plusieurs couches en technique de glacis et on ne va jamais abîmer ce qu'on a fait précédemment. Et la fluidité de notre mélange est très, très fluide. Donc, c'est beaucoup plus liquide que le médium à glacis. Donc, moi, c'est ce que j'utilise personnellement et c'est ce que je mets là, dans la liste de matériel nécessaire pour les cours de peinture en ligne. Vous pouvez quand même utiliser du médium à glacis. Vous verrez ensuite de ça, vous, quelle texture vous préférez, lequel des deux vous aimez le mieux, ou si vous avez déjà du médium à glacis puis que ça vous satisfait de continuer avec ça, ça fait la même chose. C'est juste
rendu là, c'est une question de préférence. Et une fois notre projet terminé, on a besoin bien évidemment d'un vernis. Donc là, vous avez des vernis en aérosol, des vernis liquides à appliquer au pinceau. Vous verrez lequel vous convient le mieux pour l'application, mais aussi pour votre environnement. Est-ce que vous avez vraiment l'endroit pour vaporiser du vernis en aérosol? Et aussi, on a le fini de vernis qui est différent. Donc, on a mat, on a satiné, lustré, très lustré. On a de l'époxy. Là, encore là, si vous voulez des effets vraiment de vitreux. Donc, c'est de voir, rendu là, vos préférences. C'est pas qu'un est mieux que l'autre. C'est vraiment vous, en tant qu'artiste. Est-ce que vous aimez mieux vos tableaux vernis mat ou est-ce que vous aimez mieux vos tableaux satinés ou lustrés? C'est vraiment un goût personnel rendu là parce que tous les vernis ont le même but qui est de protéger votre œuvre, donc vous pouvoir la nettoyer dans le temps, la protéger contre les rayons UV, contre la fumée, contre la poussière. Le vernis est là pour ça. Donc, ça y est, on a fait le tour de ce que ça vous prend pour débuter en peinture. Donc, on a fait le tour de toutes les gammes de produits vraiment que ça vous prend de base et vous agrémenterez votre inventaire au fil de vos créations avec ce que vous avez envie de tester ou ce que vous voyez que vous avez besoin. Et si ça vous tente d'apprendre vraiment des techniques de peinture, de réaliser des beaux projets, on a des nombreux projets pas à pas dans la boutique où est-ce que je vous guide là, dans la réalisation d'un tableau du début à la fin. Vous voyez chacun de mes coups de pinceau. J'explique ce que je fais au fur et à mesure. Puis avec chacun de ces cours-là, vous avez les photos, le croquis, la liste de matériel, puis toutes les vidéos aussi étape par étape pour faire le projet. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'Armoire pour voir ce qu'on a disponible dans la boutique. Donc, si jamais vous avez des questions sur le matériel de peinture acrylique, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir de venir vous répondre. À bientôt!